Alors dites-moi, est-ce que le son, l'image, est-ce que tout est OK pour vous? Allez-y, dites-moi, est-ce que c'est bon? Est-ce que vous m'entendez bien? OK, bonjour Béatrice. Oui, c'est très bien. OK, merci beaucoup. Bonjour Vincent. Parfait. Alors, voilà, on va prendre, 5 petites minutes, et bien pour, on va dire faire connaissance. Dites-moi de quelle partie de la France ou de la planète, parce que quelquefois c'est, de différents endroits, vous êtes, connectés aujourd'hui et qu'est-ce qui vous interpelle dans le sujet, que je vais aborder avec vous aujourd'hui? Allez-y, dites-moi, je vais vous lire dans le chat. Alors bonjour Savoy, j'espère que je n'écorche pas votre nom ou votre prénom. Bonjour Philippe des Pyrénées. OK, super. J'espère que vous avez de la fraîcheur dans les Pyrénées. Nous sommes, moi j'habite dans le Var, j'habite la presqu'île de Gien et il commence à faire bien chaud. C'est l'été, les cigales sont bien installées, voilà donc c'est l'été dans le sud. Alors je viens des Charentes. Ah, Charente-Maritime, top! Agence de développement touristique des Charentes. Ah super! Très bien, on va un peu voyager aujourd'hui. Nous serons loin des Charentes dans l'exemple et l'expérience dont je vais vous parler. Je suis située à Pau, d'accord, Pyrénées et je travaille avec une agence de voyage locale au Vietnam. Ah oui, d'accord, OK, super. C'est un pays de la Loire, limite Bretagne. Je suis professeure du tourisme et marketing. Voilà. Ah, salut Jean-Pierre, tu vas bien? Terme entreprise régénérative m'interpelle. OK. OK, OK. Très bien. Bien, ben, écoutez, nous allons, démarrer donc sachez que, il y aura aussi un replay de cette masterclass donc que vous trouverez toujours dans mon univers, hein, donc sur la chaîne YouTube Zen-Âge, les destinations du bonheur. Hem Donc voilà, donc il suffit d'être abonné à la chaîne, pour retrouver l'ensemble des replays de la masterclass et des masterclass écotourisme. Donc déjà aujourd'hui, je suis ravie d'être avec vous, d'autant que pour moi, ce sera la dernière masterclass, on va dire, de cette période estivale. Je fais une pause en juillet et août et je reprendrai avec un tout nouveau format à partir de la rentrée, un format donc beaucoup plus de conférences. Voilà, on est en train de travailler là-dessus avec, mon équipe pour, vous partager, voilà, à la fois des visions aujourd'hui méta dans le sens qu'est-ce qui est en train de se préparer et à la fois qu'est-ce qui se joue sur le terrain. Voilà. Donc, heu et c'est un peu de ça aussi dont on va parler, aujourd'hui. Alors, je vais d'abord commencer par un constat. Donc, ce constat a été fait donc par le ministère de l'écologie et par la Cour des comptes, qui ont fait un bilan suite à l'année 2022. Et aujourd'hui, le constat est qu'en France, nous n'avons pas réduit notre empreinte écologique globalement dans le domaine du tourisme, particulièrement après l'année dernière qui a été une année record, une année même supérieure aux résultats de l'année 2019, ce qui était un peu normal puisque c'était vraiment la grosse année après la Covid et toutes les restrictions. Et donc, on a un peu explosé de 11% nos émissions de gaz à effet de serre. Hem, il y a eu plus de 300 millions d'euros, il faut savoir, investis dans la transition énergétique pour le tourisme, donc depuis 2021, d'accord? Donc il y a plusieurs projets et programmes qui sont en cours, qui vont être portés par le ministère de l'écologie,
par l'ADEME et par l'OFB, donc l'Office national pour la biodiversité, qui sont en fait aujourd'hui les 3 organismes en charge du tourisme durable, puisque la France veut s'inscrire donc dans son nouveau plan, Destination France, elle veut s'inscrire comme étant la première destination de tourisme durable en Europe. Et dans les 2 derniers, rapports de la revue Espace, et bien là aussi, il y a vraiment une espèce de sonnette d'alarme, qui dit: «Mais c'est quoi le tourisme durable aujourd'hui en France finalement? On ne sait plus très bien ce que c'est. C'est quoi le tourisme vraiment de nature?» Et ce que l'on constate, c'est que dans les pratiques de tourisme de nature, eh bien, il y a plus de 25 aujourd'hui de conflits d'usage. Hem, autre, je vous partage, hein, donc ça, c'est vraiment des chiffres que vous pouvez retrouver, sur internet et autres. Donc le baromètre du tourisme durable en 2023 et donc je vous invite vraiment à vous abonner à l'ADN, à partager donc cette semaine un article assez intéressant sur, encore une fois, c'est quoi le tourisme durable? Comment les Français perçoivent ou ne perçoivent pas le tourisme durable? Qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce que le visiteur met concrètement en place ou pas? Et donc et bah, 46 d'accord, des enquêtés, disent se sentent concernés aujourd'hui déjà par les enjeux environnementaux et 76 d'entre eux voient vaguement comment on fait au fait du développement durable. 38 pas du tout. Ils voient pas du tout comment ils peuvent faire et 38 ne savent pas de quoi il s'agit. C'est super intéressant, mais ça veut dire qu'on a encore beaucoup de travail à faire sur le terrain et que, il va falloir peut-être clarifier nos discours, et toutes les propositions que l'on fait, au fait, autour de ce sujet. Aujourd'hui, beaucoup sont quand même beaucoup de greenwashing parce que, bah, c'est juste vendeur de dire: «Je suis éco-responsable». Mais peut-être aussi parce que beaucoup ne savent pas comment finalement ce qui nous arrive là, c'est nouveau donc c'est depuis, la covid. Pour moi, c'est pas du tout nouveau. Pour moi, heu, ça dépend de quand je décide de commencer. Si c'est à l'âge de 9 ans, donc voilà, donc moi je suis vraiment, née, dans mon jardin et tout s'est fait, à partir de l'âge de 9 ans et pour moi les choses étaient très claires. Je voulais travailler avec la nature, je voulais faire de l'écologie et c'est ce que j'ai d'abord fait. L'écotourisme est arrivé après parce que je me suis dit: «Mais si on arrivait à faire découvrir autrement la nature aux gens, peut-être qu'ils l'aimeraient et qu'en l'aimant, ils la protégeraient». Et donc bah, moi, ça fait aujourd'hui globalement plus de 40 ans que je consacre en fait ma vie à la préservation et la protection de la nature. J'avoue que mon métier est de plus en plus difficile dans l'ensemble parce que je vois de plus en plus les écosystèmes se dégrader, et se dégrader à grande allure, mais je vous en parlerai un peu plus tard. Je continue avec les enquêtes. 54 des questionnés, donc de ceux qui ont fait partie de cette enquête, déclarent utiliser leur voiture thermique pour rejoindre leur destination de vacances. Hem et donc dans ce panel, ce qui est intéressant, c'est que c'est, à 64 des personnes de 55 à 64 ans. Donc globalement, des personnes qui ont des moyens, parce que, bah, aujourd'hui, il faut aussi avoir les moyens d'acheter une voiture, thermique, une voiture électrique et cetera, une voiture hybride. 19 continuent à utiliser l'avion chez nous, 13 le train et 4 le bus. Donc ça, c'est vraiment le panel des Français et 58 des sondés aujourd'hui font attention aux activités qu'ils choisissent sur le terrain. Voilà, donc c'est vraiment devenu une préoccupation du visiteur et des touristes sur les territoires et les destinations, dans lesquelles ils vont, choisir donc leurs vacances et 52 aujourd'hui sont globalement dans ce panel-là, hem, préoccupés par leur modalité de déplacement puisqu'aujourd'hui, on a un grand focus sur la décarbonation et sur notre facture carbone. Hem, pour moi, c'est un élément parmi tant d'autres
et on a différentes façons d'agir. En effet, soit on agit en amont, c'est-à-dire une fois que le mal est fait sur la décarbonation, soit on fait un travail beaucoup plus en profondeur et à la racine, d'accord? Mieux vaut guérir, que finalement soigner, que faire des pansements, et à ce moment-là, c'est qu'est-ce qu'on met en place pour éviter d'exploser nos factures carbone et pour aujourd'hui amener cette régénération. Et je dois vous avouer, depuis mes 2 dernières missions, que je me pose même la question sur quel type de régénération, devons-nous aller pour les prochaines années? Parce que globalement, à l'échelle de la planète, moi j'habite le département du Var et on est un département clairement aujourd'hui en désertification puisque ça fait la 3e année qu'on a une sécheresse hivernale. Nos cours d'eau sont en train de s'assécher. L'année dernière, le Verdon a été une vraie catastrophe et que nous faisons partie des 17 départements en France qui sont aujourd'hui en récession hydrique parce que, il faut faire attention parce qu'il y a de moins en moins d'eau. Voilà, donc ça, c'est une enquête, hein, qui a été, réalisée par l'institut, d'études Made in Vote, et que vous pouvez trouver sur, la revue de la semaine dernière de l'ADN. Alors, moi j'aime bien, hein, faire comme ça une espèce de veille parce que, ça me permet d'analyser qu'est-ce qui se passe globalement et je le ramène à quand je suis sur le terrain et que je vois concrètement, l'état des écosystèmes, l'état de la planète, ce qu'on devrait faire, ce qu'on a à faire, ce qui n'est pas encore clair et surtout je vois ce temps qui, pour moi, me semble extrêmement long, parce que ça fait déjà plus de 45 ans, que nous avons consacré déjà à parler toutes les COP, le changement climatique, et cetera, et cetera. Donc c'est bien, Corona-19, il nous a permis d'accélérer, je pense, la prise de conscience. Et puis aujourd'hui, il y a plein, plein, plein d'entreprises, hein, malgré tout, qui se lancent, mais dans l'utilisation de produits recyclés, de produits beaucoup plus écologiques. Mais on se rend compte que même malgré toutes les technologies, il faut un temps à l'innovation, il faut un temps pour les mettre en place, il faut beaucoup de recherche et développement. Il faut des moyens financiers, il faut des personnes qui ont les compétences pour accompagner aussi ce processus. Aujourd'hui, il y a un grand besoin de compétences pour accompagner ces processus et il faut travailler à plusieurs niveaux en même temps et avec la même vision. Et là, c'est là où l'exercice se corse parce qu'il n'est pas simple. Aujourd'hui et dans les 5 ans qui viennent, jamais il n'y aura eu autant d'argent pour l'environnement globalement que dans les 10 ans qui vont venir. Les bailleurs de fonds sont en train de mettre en place des stratégies juste énormes avec les États. Ensuite, il faut que les États soient prêts, se réapproprient, n'est-ce pas, ces financements. Ensuite, il faut que ça descende aux régions, aux départements. Et enfin, il faut qu'on arrive à amener aussi ces moyens pour les entreprises, pour les entrepreneurs, pour les accompagner dans l'innovation et pour accélérer tous ces processus. Donc, au fait, la tâche, elle est juste énorme. Et quelque part aussi, quand on voit ce qui se passe sur le terrain, c'est-à-dire sur l'écosystème, cette désertification, n'est-ce pas, qui maintenant est pour certains est une désertification récurrente. Il y a des pays qui vivent maintenant des sécheresses. Là, en ce moment, je travaille sur un projet régénératif. Donc, on travaille sur la régénération des écosystèmes forestiers. On est en train de travailler sur les agroécosystèmes et on travaille aussi bien sur l'agroécosystème terrestre que marin. Je travaille aussi avec la Banque mondiale sur l'économie bleue et on se rend compte que clairement, l'état de la planète est assez alarmant parce que voilà, on a dépassé au fait, on a vraiment dépassé le seuil justement qui permet à la planète de s'auto-régénérer de manière beaucoup plus rapide, un peu ce qu'elle avait fait en 2020. Et donc, comment on peut accélérer ce processus en restant dans le respect des cycles, c'est-à-dire sans injecter beaucoup d'entrants, et cetera. Parce que finalement, c'est ce qu'on a fait pendant des années et c'est ce qui a fait que les écosystèmes se sont déréglés. Donc c'est comment on va le faire
avec la nature et avec ce qu'elle est capable, elle, de mettre en place, parce que finalement, c'est ce qui va durer le mieux. Et c'est d'autant plus compliqué qu'on a fait ce switch. On est à plus de 65, on est en train de vivre, c'est une réalité, et c'est triste à voir sur le terrain, la 6e extinction de la biodiversité. Et donc, quand on est sur certains sites, hein, moi je bouge beaucoup ici aussi dans le Var, on voit que les écosystèmes souffrent, on voit que les arbres s'affaiblissent et cetera et cetera. Et tout ça, ça se répercute bien sûr sur nous d'une certaine manière. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce que l'écotourisme, il peut jouer un rôle? Et puis vraiment, c'est quoi l'écotourisme, hein? L'écotourisme, c'est loin d'être juste le tourisme de nature. L'écotourisme, c'est vraiment déjà une pratique qui se fait essentiellement dans les espaces protégés, les espaces fragiles, les espaces désertiques, les déserts et autres. Donc tous les espaces naturels où il y a une grande fragilité. Ça, c'est d'une part. Ils se font par petits groupes, donc c'est loin d'être un tourisme, même pas un marché, c'est vraiment un tourisme de niche extrêmement spécifique. Et ce qui est intéressant, c'est que l'écotourisme permet beaucoup de pédagogie, aussi bien du visiteur que du visité, la mise en place de chartes de bonnes pratiques, mais surtout, il nous engage dans un triptyque que je trouve de plus en plus intéressant, le territoire, le visite et le visiteur. Et c'est pour ça aussi que je vous ai partagé cette enquête, c'est qu'aujourd'hui, peut-être, on a un vrai travail que je trouve qu'on ne fait pas assez avec notre visiteur. Comment on va en faire, lui, un véritable contributeur? Parce que en travaillant avec chaque visiteur, eh bien, finalement, on démultiplie l'impact des actions et et que ce visiteur va pouvoir continuer à mettre en place des éco-gestes au quotidien dans sa vie et cela, il l'aura appris pendant ses vacances. Donc, pour aller déjà vers cette forme de régénération, bah, c'est comment on va créer des offres qui vont, permettre à ce visiteur qui vient en vacances de se régénérer et à son tour de comprendre comment il va pouvoir le démultiplier chez lui. Et ce paradoxe que nous traversons actuellement, il est réel, parce que, hem, c ce vers quoi nous tendons nous oblige dans une transformation profonde et cette transformation clairement, elle est à l'échelle des territoires mais elle est à l'échelle individuelle. Et pourquoi la transformation est difficile et ça c'est vraiment ce que je constate aussi à travers mes missions, eh bien, je vais vous raconter l'histoire du papillon. Moi, j'ai été entomologiste pendant longtemps et donc j'ai étudié certains ravageurs qui sont des lépidoptères et ce qui est intéressant, c'est que quand la la chenille se transforme, d'accord, pour devenir chrysalide, pour devenir cette nymphe et qui va devenir le papillon. Eh bien, dans ce processus ultime de transformation, de métamorphose, eh bien, elle produit ce qu'on appelle les cellules imaginales, qui sont des cellules qui vont résister, d'accord, à la transformation même vers le papillon. Et c'est pour ça qu'elle a besoin de toute son énergie, de tout son focus dans cette métamorphose et qu'elle crée cette chrysalide pour être quelque part à 100 dans ce processus de transformation. Eh bien, c'est exactement pareil de ce que l'on vit dans les grandes phases, dans les grands cycles de transformation. Nous avons, même lorsque nous voulons aller vers, ces résistances intérieures qui remettent en question, qui nous remettent continuellement en question, parce qu'on va vers des zones que l'on ne connaît pas, vers des euh, expériences que l'on n'a pas fait et on sait ce qu'on va lâcher, on ne sait pas encore ce qu'on va vraiment trouver au bout du processus. Et clairement, pour moi, ça, c'est l'une des clés essentielles aujourd'hui, de ce sur quoi nous avons à travailler dans les projets et les programmes. C'est surtout comment accompagner cette transformation humaine. Parce qu'une fois que ça, c'est fait, eh bien, tout s'accélère, les solutions technologiques, mais même les processus régénératifs. Et donc, comment en effet on va traverser ce paradoxe
soigner, guérir, facture écologique ou empreinte écologique? C'est sûr que pour l'instant, on est beaucoup focus sur notre facture écologique, facture carbone. Si on doit travailler sur notre empreinte écologique, eh bien là, on doit aller dans ces stratégies régénératives. Pour moi, il y a aussi tout un alignement entre le cœur, l'esprit et le corps pour pouvoir travailler avec la nature. Heu, OK, est-ce qu'aujourd'hui, eh bien, on se dit et je vais vous partager certaines visions qui sont en place aujourd'hui. Est-ce qu'on se dit: «Bah, avec les solutions technologiques, on va tout résoudre» ou est-ce que, eh bien, on va vers cette résilience et cette frugalité et donc ça veut dire ralentir à tous les niveaux? Et enfin, on travaille beaucoup sur les services rendus par la nature et j'en parlerai à la fin. Alors, on va partir de la construction qu'a élaborée l'ADEME à travers 4 scénarios écologiques dans le domaine du tourisme qu'elle a appelé génération frugale, coopération territoriale, technologie verte et le pari réparateur. Donc, je la fais courte. Le premier, c'est on choisit la frugalité et là, vraiment, on va travailler essentiellement sur le sens, les actions, et les modes de consommation pour avoir vraiment des modes de consommation qui nous ramènent à l'essentiel et donc là, on va aller vers, le slow food, le slow tourisme, les slow life et cetera. La coopération territoriale, donc c'est la deuxième vision, c'est le deuxième pari. C'est là, c'est les territoires, au fait, qui vont s'engager dans une économie partagée et des modes de vie soutenables. C'est-à-dire que là, on met en place de la gouvernance partagée et ça, c'est loin d'être un exercice facile. Le troisième scénario qui est proposé, c'est celui des technologies vertes. Donc là, on fait moins appel au changement, d'accord? Parce que le changement, c'est compliqué, des modes de vie et on va plus aller travailler sur l'ensemble des technologies vertes. Et enfin, le pari réparateur, c'est celui où on se dit: «Mode de vie inchangé» et on axe tout notre avenir sur les appels aux technologies. Donc ça, c'est vraiment aujourd'hui les 4 visions, qui sont, voilà, qui sont en mode de réflexion entre, les décideurs, entre les territoires et entre les différentes stratégies qui sont mises en place. On n'est pas encore passé aux phases de testing de ces scénarios, ce qui devrait ne plus tarder et donc l'idée, ça va être de tester dans différents territoires chacun de ces scénarios pour voir qu'est-ce qui marche le mieux, le moins, qu'est-ce qui va le plus vite, et donc voilà et peut-être que c'est un peu de ces 4 finalement. C'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre et dans ce cas-là, c'est comment on va orchestrer à échelle de nos territoires ces 4 visions, parce que, bah, ces 4 visions s'inscrivent aujourd'hui, dans, tout le programme de transition écologique énergétique de l'ADEME, dans le nouveau tableau de bord du tourisme qui va sortir d'ici fin 2024 et sur lequel est en train de travailler le ministère de l'écologie et dont, le programme pour les entreprises, donc Act for Nature, qui est porté par l'OFB et qui est voilà, donc tout ça, c'est des processus qui sont en cours, qui sont pas encore vraiment en place, donc qui sont, accompagnés, donc par on a ou sont accompagnés des entreprises, on va dire pilotes et voilà, il va falloir quand même 2 ans pour, avoir quelque chose qui tient la route et pouvoir le partager, avec le plus grand nombre. Mais voilà, je vous donne un peu sur qu'est-ce qui est en train de se mettre en place. Donc ça, c'est vraiment à l'échelle de la France, mais je vais voilà, je vais bouger, France et puis international. Parce que si je me base sur notre facture écologique, en effet, on peut rester très franco-français et on va faire attention à notre facture au niveau de, heu notre facture carbone. Si je j'analyse en fait aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe à un niveau systémique? Parce que ce que nous subissons aujourd'hui se passe à un niveau systémique. Les enjeux sont les mêmes à l'échelle de la planète. Donc là, eh bien, je reviens à l'empreinte écologique et donc, eh bah, pour baisser cette empreinte, pour changer cette empreinte, nous devons travailler sur les processus régénératifs. Donc si on est dans la solution immédiate, on réfléchit en facture écologique et je vous ferai une conférence sur la facture écologique et sur le principe de l'effet cumulé, comment on la calcule aujourd'hui, comment on est arrivé à se dire, eh bien,
Chaque année, la nature nous donne comme ça plus de 1 300 000 millions, d'accord, d'euros de services rendus. Comment on l'a calculé? Depuis quand on la calcule cette facture? C'est pas l'objectif, mais c'est hyper intéressant parce qu'aujourd'hui on tient compte, on a mis en place des KPI, donc avec les bailleurs, pour mesurer ça et pour créer si on répare, c'est quoi les actions? Si on régénère, c'est quoi les actions? Et cetera. Si, on, heu, par exemple, on prend du crédit carbone, c'est quoi les actions et combien ça coûte? Voilà, il y a tout un travail qui est en train de se faire dans les 2 ans qui viennent, mais pendant ces 2 ans, chacun de nous, eh bien, à sa manière, peut, tous les jours, amener au fait, ce changement. Et pourquoi c'est difficile? Eh bien, c'est difficile parce que, voilà, en ce moment, on escalade un mur, on le connaît pas vraiment, c'est une expérience qui est un peu nouvelle et qui nous nécessite aussi beaucoup de lâcher prise sur tout ce qu'on pouvait connaître, tout ce qu'on pouvait savoir et dans ce lâcher prise, bah, c'est accepter aujourd'hui d'aller vers quelque chose qui est vraiment inconnu. C'est de sortir du connu et à partir du moment où on rentre dans cette phase où on sort du connu vers l'inconnu, eh bien, c'est compliqué et j'aime beaucoup cette citation qui dit: «Lâcher prise, ce n'est pas changer de prise et choisir un autre connu». Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un grand misunderstanding pour beaucoup de gens sur le tourisme durable parce que, eh bien, on est beaucoup encore là-dedans. C'est abandonner toutes ces prises à l'inconnu, l'imaginable et l'inattendu et ça, c'est pas simple. Être disponible à l'inconnu, c'est loin d'être simple et pourtant, aujourd'hui, ce qui change et là, je vais vous parler un peu de mon métier actuel et pourquoi je vous parle de l'entreprise régénérative. Donc moi, comme je vous disais, ça fait déjà 35 ans que je fais ce métier. Donc moi, aujourd'hui, je suis un expert international accrédité auprès des bailleurs de fonds pour les accompagner dans la mise en place, et bien, justement, de ces visions régénératives et donc lorsque nous travaillons à ce niveau-là, nous choisissons des pays pilotes, d'accord? Qui vont, permettre, et bien, de voir, est-ce que ces nouvelles visions, comment on les met en place? Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on les met en place, qu'est-ce qu'il faut pour les mettre en place? Quels sont les moyens? Comment on va accompagner les acteurs, et cetera. Et donc j'ai la grande chance, et peu de personnes ont cette possibilité-là, parce qu'on a souvent des gens qui travaillent au top niveau, des gens qui n'accompagnent que les territoires, d'autres qui sont spécialisés que pour les entreprises, d'autres qui font que du terrain. J'ai la grande chose, pour avoir fait de l'écologie systémique pendant plusieurs années, donc moi je suis vraiment écologue, biologiste, je suis chercheur, et j'ai beaucoup travaillé, sur justement la régénération des écosystèmes parce que pendant des années, pendant 7 ans au Muséum d'histoire naturelle à Paris, je travaillais sur les insectes ravageurs et un jour, j'ai compris qu'une fois qu'on avait un insecte ravageur, c'était trop tard en fait. C'est que l'écosystème tout autour était perturbé. Le ravageur n'était pas la cause du problème, mais juste l'indicateur qui disait que tout va mal. Exactement comme depuis 2 ans où on a des invasions de méduses, eh bien ça la méduse démontre que c'est pas juste une question du réchauffement des eaux, bien sûr qu'il y a de cela, mais c'est aussi ça veut dire que toute la chaîne de l'écosystème aujourd'hui est déstructurée. Je vous donne un autre indicateur, celui-ci nous fait plaisir. Aujourd'hui, dès qu'on sort, on voit de plus en plus de dauphins, dans les mers froides. On a de plus en plus accès aux baleines. Les orques viennent de plus en plus d'ailleurs, il y a de plus en plus d'accidents avec les orques. Aujourd'hui, on voit de plus en plus d'espèces de grands mammifères dans les bords. Alors oui, on est content de les voir, mais en réalité, ça dit autre chose. Ça dit qu'ils viennent chercher de la nourriture. Donc ça dit que leur écosystème n'est plus le même. Que, voilà, donc tout ça, ce sont des bioindicateurs et donc nous, on traque ces indicateurs-là et on remonte, par exemple, sur le projet dans l'économie bleue, comment, on va retravailler pour régénérer les écosystèmes. Le problème, c'est qu'il y a tellement de déchets qu'il faut d'abord commencer par nettoyer, par restructurer, par, ramasser. Heu, donc vous voyez, le processus est long. Hem et je donne l'exemple des déchets, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui,
une partie de cette industrie régénérative va être axée dans l'accompagnement des entreprises qui vont, innover, et là, il y a vraiment c'est un chantier qui est juste énorme, qui vont innover pour la transformation des déchets. On a commencé, mais le chantier est encore, vraiment très grand et ça, c'est vraiment autant de sujets que j'aborderai dans les conférences à partir de la rentrée. Pour vous dire, donc ces 34 dernières années, j'ai accompagné, dans les différentes destinations que j'ai accompagnées, il y en a 2 aujourd'hui qui sont classées au rang des destinations d'excellence et des plus belles destinations du monde, comme la vallée d'Uzis, je vais vous en parler aujourd'hui, comme la Garrotxa en Catalogne. Le parc national des Cévennes a été reconnu, destination résiliente en 2021. Idem, et parmi les plus belles destinations écotouristiques pour le parc national du Mercantour. Et ça, ce sont vraiment 2 territoires avec qui j'ai travaillé. C'est des territoires pionniers en France sur cette thématique de l'écotourisme et j'ai accompagné l'un et l'autre pendant plus de 3 ans chacun dans la création vraiment de toute la vision. Donc ça c'est vraiment aujourd'hui, l'ensemble des bailleurs avec qui, je travaille, et sur une durée là qui va aller jusqu'à les 4-5 ans qui viennent, parce que, bah, justement mon métier, c'est vraiment d'accompagner toutes ces visions et surtout moi ce qu'on me demande, c'est, heu: «OK, comment ça s'exprime tout ça? Comment toutes ces grandes visions, stratégies, on arrive à les mettre, sur le terrain? Et qu'est-ce qui se passe concrètement sur le terrain? Donc ça, c'est vraiment autant de sujets, que j'ai abordés tout au long de missions. La réintroduction, par exemple, de la grande faune sauvage, qui est un élément essentiel, par exemple, dans l'observation, le tourisme scientifique ou l'écotourisme. Comment on va, justement, aussi accompagner les populations locales, les former. Donc là, je suis en Mongolie, où on a travaillé sur la réintroduction du cheval. Hem et bien sûr, ça, c'est vraiment le projet, que j'aime beaucoup parce qu'il y a eu un avant et après. J'ai envie de dire que ce projet, c'est un peu ma signature et c'est la raison pour laquelle on m'appelle à nouveau sur les territoires et donc là, je travaille sur, quasiment 2 pays entiers, qui sont les 2 on va dire pays pilotes sur, la régénération des agroécosystèmes forestiers, de plaine et de montagne et la régénération, des écosystèmes de la mer avec, la Banque, mondiale. Alors, comment on arrive de ce que vous pouvez voir là, c'est de la désertification, à ça? Comment on y arrive et surtout comment on peut y arriver en 3, 4, 5 ans? Heu Comment on a fait au fait? Et la première chose qu'on a fait, ça a été juste d'observer quelles sont les stratégies que met en place la nature pour s'auto-régénérer. Vous voyez, en 2020, il s'est passé quelque chose de super intéressant pour nous, mais on n'en a pas vraiment tenu compte, au fait. On n'a pas analysé le phénomène. En 2020, nous étions confinés, mais la nature, elle s'est régénérée et elle l'a fait toute seule. Donc, c'est pour vous dire que la régénération, c'est la première fonction de l'écosystème. Le premier objectif de l'écosystème, quel que soit l'écosystème, que ce soit un écosystème terrestre, oasien, ou un écosystème marin, ça va être de reconstituer sa biomasse et toutes les fonctionnalités de l'écosystème, qu'elles soient organiques, qu'elles soient systémiques, eh bien, c'est ça leur objectif et donc elles vont travailler ensemble dès qu'on leur met en place quelques critères, d'accord? Dès qu'on reconstitue un petit peu l'écosystème, ils vont tout de suite se mettre au travail. On parle beaucoup d'intelligence artificielle en ce moment. Bah, moi, j'ai envie de vous dire, l'intelligence du vivant est une intelligence qui dépasse de loin l'intelligence artificielle et on pourrait s'inspirer de cette intelligence pour faire des choses dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et donc, au fait, qu'est-ce qu'on fait nous à chaque fois qu'on déstructure un écosystème? On casse des tout petits chaînons entre les différentes espèces, entre les espèces herbacées, la strate arbustive, la strate arborée et toutes les espèces qui vivent dans cet écosystème-là, celles que l'on voit et celles que l'on ne voit pas. Et aujourd'hui, c'est à force de casser ces petits chaînons parce qu'on ne les voit pas, eh bien,
On ne laisse plus le temps à la nature de s'auto-régénérer. On lui laisse plus le temps de respirer et donc on croit que parce qu'on va agir à sa place, on va régler le problème. L'autre chose, alors il y a vraiment aucun jugement, je vous dis vraiment, voilà ce que je vois quand je là, quand sur le terrain. Et c'est vraiment une des questions que je me suis posée, là, lors de ma dernière mission. J'étais à 43 degrés à l'ombre, donc on crevait déjà de chaud et pour la première fois, j'ai vu un niveau de désertification que je n'avais encore jamais vu et là, je me dis: «Est-ce qu'on n'a pas atteint sur certains territoires, sur certains espaces, quelque chose qui peut être irréversible?» Surtout si ça ne s'autorégule pas dans les 2 ans qui viennent, ça c'est clair. Mais en même temps, ça fait partie des grands cycles de la planète. Depuis 4,5 milliards d'années, on est passé par différents cycles. Donc, il faut aussi faire la différence entre le changement climatique, qui est quelque chose de naturel, d'accord? Et le dérèglement climatique, c'est-à-dire notre action sur le changement climatique. Donc, par exemple, ici, qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, on a tout simplement commencé par nettoyer, au fait, les oasis et on a redonné de l'espace. Comme vous pouvez le voir sur cette photo-là, on a redonné de l'espace à ce qu'on appelle les pieds-mers, parce que les pieds-mers, bah, comme leur nom l'indique, sont capables d'envoyer des stolons, donc ce que vous pouvez voir là, les petits jeunes, et de reconnecter l'écosystème racinaire, au fait, du palmier. Le palmier n'étant pas un arbre, mais une plante, mais c'est une plante qui est capable de créer une forêt, l'oasis, d'accord? Et donc c'est super intéressant parce que ce que je trouve intéressant dans l'oasis, c'est le seul écosystème en réalité qui a vraiment besoin de l'homme pour, se réparer. Contrairement aux écosystèmes forestiers ou aux écosystèmes qui n'ont pas vraiment ils n'ont pas besoin de nous, en fait. Si on les allumait pas, ils auraient pas du tout besoin de nous et si on les laisse faire, ils sont capables de s'autorégénérer. Ce n'est pas le cas des oasis et je trouve cette expérience super intéressante. L'oasis, bah, finalement, je me dis: «C'est la plus belle expérience pour nous apprendre ce processus de régénération et aussi cette expérience de résilience, de cette capacité qu'a la résilience» et pourquoi l'oasis a besoin de nous? Parce que justement le palmier n'est pas un arbre, mais une plante, donc il se comporte comme une plante, donc il a besoin d'être cultivé, d'être taillé. Il faut un palefrenier pour permettre la pollinisation, des pieds, femelles, par exemple. Donc, il y a vraiment une relation, je trouve, dans l'expérience oasienne entre l'homme et l'oasis qui est extrêmement intéressante. Et donc, quand on a construit l'offre écotouristique, on n'a pas dit aux gens: «Venez juste découvrir les oasis, vous allez consommer» et cetera. Non, on a mis en lumière toutes ces histoires, tous ces liens et donc on a créé autour de ça un appel à l'action, d'accord, des, visiteurs, pour les amener à la rencontre des populations locales, comme vous pouvez le voir ici et on a formé aussi les populations locales à ce respect, au fait, du rythme en leur permettant différentes activités. Là, voilà, c'est des activités où on leur apprend à être ensemble et cetera et cetera. Et on a aussi travaillé en amont sur le processus de désertification. Bah, j'ai envie de dire aujourd'hui, si on devait vraiment traiter la question, par exemple, du Verdon, bah, c'est un peu ce qu'il faudrait que l'on fasse. C'est-à-dire, il y a en effet aujourd'hui la situation d'assèchement, d'accord, du Vernon qui pose un problème. Il y a le processus de gestion de l'eau. Il y a que nous sommes un département touristique et comme tous les départements touristiques, nous consommons beaucoup d'eau. Mais il y a aussi quelle est la stratégie que l'on met sur nos bassins versants? Quelle est la stratégie qui est développée sur les forêts? Quelle est la stratégie qui est mise en place en amont des écosystèmes sur les agroécosystèmes pour capter l'eau. Et donc, quand je mets en route un processus, par exemple, voilà, d'écotourisme, où en ce moment on travaille surtout sur l'agrotourisme en lien avec l'agroécologie, c'est pas pour créer une destination supplémentaire où on va venir consommer le territoire, c'est comment on va à travers tous ces projets valoriser ces processus. On va laisser à la nature sa biomasse. Elle en a besoin. On peut plus ponctionner la biomasse. Elle a plus de réserve. On a consommé globalement 65 depuis plusieurs années, au mois d'avril, on a déjà consommé, ce qu'on devait consommer à l'échelle de la planète. Donc, elle est déjà en train de donner ce qu'elle n'a pas.
et c'est voilà et on tire vraiment sur la corde et donc dans ce travail-là, c'est ça qu'on fait. On analyse toute cette chaîne, on va pas seulement voir la chaîne de valeur touristique, on parle beaucoup des chaînes de valeur touristiques, mais il n'y a pas que ça. Quelle est la chaîne de valeur de l'écosystème? À quel moment il faut dire: «Stop, ici, on ne peut plus ponctionner». Donc, comment on va créer une alternative pour arrêter et pour proposer autre chose? Et c'est ça, au fait, que je trouve intéressant et ensuite, on va aussi travailler, par exemple, là, on a travaillé sur les patrimoines architecturaux. On a recréé tout un écosystème, aujour de l'utilisation de l'eau, par captation, par filtration, par, aussi, réénergétisation, c'est-à-dire nettoyage de l'eau et par en utilisant le système ancien des oasis et j'ai été très surprise de voir 15 ans après, combien cette expérience a inspiré d'autres territoires et aujourd'hui, par exemple, au Maroc, ils sont en train de travailler de plus en plus sur appliquer ces principes-là partout, dans leur agriculture et ça, c'est super intéressant, parce que finalement, eh bien, on va avoir besoin de beaucoup, beaucoup moins de quantité d'eau pour faire ce qu'on faisait, avec, 3 fois, 4 fois et 10 fois plus de quantité d'eau et au final aussi, on a travaillé sur ce qu'on appelle les espèces vivrières, qui sont en fait les espèces autochtones, hein. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, par exemple, chez nous en permaculture et ce qui est intéressant dans ces espèces-là, c'est qu'elles ont, on va dire, un triple bénéfice. Le premier, c'est qu'elles ont une valeur alimentaire et énergétique beaucoup plus importante. Le deuxième, c'est qu'elles sont résilientes, qu'elles sont capables de s'adapter à des situations où elles vont avoir besoin de peu et enfin, le troisième, c'est que ce sont des espèces coopératives et donc elles vont coopérer entre elles pour mutualiser les actions. Et là, pour moi, ça, c'est juste génial parce que c'est aussi ce que nous avons à faire. L'idée aujourd'hui, c'est pas que chacun refasse son histoire, c'est comment on va coopérer ensemble sur l'ensemble de ces niveaux. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs niveaux, il faut travailler sur tous les niveaux en même temps et avec une même vision pour pouvoir avoir un résultat final. Et donc, c'est comment on va mettre en place ces processus de coopération. Et ça, c'est vraiment le sens des projets que nous sommes en train d'expérimenter, puisque aujourd'hui, dans ce que je fais, je travaille avec les bailleurs de fonds, je travaille avec les États, je travaille avec les régions et on travaille avec les locaux et avec les entreprises, que ce soit les éco-entreprises ou les entreprises en lien avec les populations locales et avec le visiteur. Donc le visiteur, déjà, c'est celui qu'on met en bout de chaîne. C'est pas notre premier objectif. Notre premier objectif, c'est comment tous ces gens, ils vont travailler pour accompagner, je dis bien accompagner le processus naturel de régénération, là où il est possible. Et donc, ça nous amène à travailler sur les écosystèmes totalement en amont, pour voir aujourd'hui, heu, où ils en sont, quel est leur état, et quels sont les processus qui sont complètement dégradés et les processus que l'on va pouvoir, mettre dans, justement ce processus de régénération. Je vous en parlerai la semaine prochaine. Et ensuite, c'est comment est-ce que le visiteur qui va venir, il va contribuer avec nous à ce processus. Donc là, je vous montre par exemple un exemple d'écologe, voilà, où là, il y a pas de lumière, tout est fait en architecture de terre et donc c'est super intéressant. Je voudrais aussi vous partager, voilà, quelque chose qui m'a interpellée il y a quelques jours. Ça, c'est par exemple une piscine naturelle, mais c'est aussi ce qu'on appelle donc une guelta, c'est-à-dire une zone d'eau et qui est donc une zone qu'on va pouvoir utiliser, hem, pour l'arrosage et cetera et cetera. Heu, j'ai vu, un exemple super intéressant donc d'un écogite, écolabel de quelqu'un qui est parti à Bali, qui s'est inspiré de Bali et qui s'est dit: «Bah, voilà, je vais contribuer à la facture, carbone. Je vais amener Bali en France»
Et donc, ils ont créé tout un écogîte avec, une structure balineuse, mais ils sont aussi implantés des espèces qu'ils ont amenées, des espèces végétales qu'ils ont amenées de Bali. Et là, je me dis, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pareil. Lorsqu'on va amener des nouvelles espèces, d'accord, qui ne sont pas les espèces autochtones, lorsqu'on va juste plaquer des idées qui viennent d'ailleurs, et bien là aussi, on va déstructurer l'écosystème. Et je me suis posé la question, entre la facture écologique et l'empreinte écologique, où est le pire dans ça? Donc vous voyez que les solutions, elles ne sont pas simples. Il y a vraiment, voilà, tout un écosystème dont il faut prendre en compte pour pouvoir se dire: «À quel moment j'équilibre? À quel moment j'équilibre entre les 2?» Et là, c'est important, par exemple pour les professionnels, à la fois de voir comment ils intègrent leur projet à l'échelle du territoire, comment ils s'intègrent au niveau de leur micro-territoire, comment ils vont créer autour d'eux cette filière. Alors c'est vrai qu'on a de plus en plus de filières en économie, circulaire, où on travaille avec nos producteurs et cetera. Mais aujourd'hui, c'est comment aussi on va pouvoir juste réveiller toutes ces espèces locales. Heu, je prends le cas par exemple des tomates, des graines, des anciennes. Il y a une vraie guerre encore autour, de cette, thématique, des espèces, hein, anciennes qui sont en fait rustiques et beaucoup plus adaptées. Donc il y a aussi, dans tout ça, d'autres enjeux qui nous dépassent, mais qui sont, hyper, hyper aujourd'hui importants et qui vont faire la différence de comment la planète va évoluer dans les 5 ans qui viennent. Et dans les 5 ans qui viennent, je pense qu'on va voir des territoires aller de plus en plus vers la désertification, et je pense que les choses vont plus se jouer à des niveaux micro-locaux. Ce qui m'amène à me dire finalement, c'est qui vont être les vrais acteurs? Bah, c'est les entrepreneurs, c'est les agriculteurs, c'est vraiment ceux qui sont sur le terrain au quotidien. C'est ceux-là, au fait, qui vont faire la différence dans les choix qu'ils vont mettre en place. Et pour moi, c'est important, même si on agit sur son petit territoire, d'avoir que vous ayez aussi cette vision, parce que vous n'allez pas vous projeter de la même manière si vous êtes en début de projet, si vous avez voilà, l'intention de vous lancer, peu importe la forme du projet, eh bien, on n'a pas la même vision quand on voit à la fois ce qui se passe au niveau global et comment, au niveau local, eh bien, je vais devenir cet acteur de la régénération. Voilà, je pense que j'ai répondu à la question de Philippe. Le terme régénération m'interpelle. Eh bien, voilà dans quel sens, au fait, on aborde et pourquoi je parle d'entreprise régénérative. Parce que c'est vraiment le maillon de la chaîne, qui va faire finalement la différence. Et cette différence aujourd'hui, elle est juste de taille, les amis. Voilà ce que je voulais vous partager. Je voulais aussi vous dire que, avant de repartir au mois de juillet, où là je vais repartir dans mes oasis, j'ai un vrai challenge où il va falloir que je m'adapte à des températures de plus de 50, mais bon. Donc là, ça, c'est vraiment une très, très belle oasis où on a toutes les strates, où on a des palmiers qui sont en bonne santé et qui donnent, d'accord, de la date. Hem Je vais vous donner par exemple les résultats, hein, donc de ce projet. Donc on a travaillé sur plus de 2 500 kilomètres et puis c'est un peu ce qu'on est en train de faire sur le nouveau. Ça a engagé plus de 2 millions de personnes. On a créé 50 000 nouveaux emplois dans le domaine de l'agroécologie, de la régénération. Hem, on a beaucoup travaillé sur l'éco-entrepreneuriat avec une vision à 10 ans. Aujourd'hui, je pense que c'est compliqué d'avoir des visions à 20-30 ans, mais on peut se projeter en se disant: c'est ça l'intention que l'on pose dans 10 ans, dans 20 ans». Hem, c'est vraiment, eh bien, de retrouver cet équilibre avec notre planète et de réparer. Je crois qu'aujourd'hui, on a un grand rôle réparateur des écosystèmes et j'ai envie de dire la phase critique, c'est la phase à l'horizon 2030. En fait, c'est là où toute cette vision va se jouer dans notre avenir. On a créé dans ce projet plus de 31 filières
agroécologique dans différents secteurs de transformation et bien justement de toutes ces plantes, ce qu'on appelle les plantes adaptatives. Et on a commencé à dupliquer ce projet dans différentes zones subsahariennes. Aujourd'hui, par exemple, en Algérie, et bien, ils commencent à avoir des très, très belles expériences oasiennes. Heu et en 2020, eh bien, cette expérience a été reconnue donc comme l'une des expériences justement, les plus inspirantes en termes de régénération et de passage d'une situation de désertification à régénération. Donc ça veut dire, c'est possible. En tout cas, à cette époque-là, c'était possible. Aujourd'hui, les conditions climatiques, corsent le jeu. Et la situation au niveau des écosystèmes n'est plus la même. Nous avons affaire à d'autres états des lieux. Donc après, je ne sais pas dans quelle partie, donc il y a des personnes qui sont en Mayenne et autres, donc peut-être que vous êtes moins concernés, donc par le manque d'eau, par la désertification, par la sécheresse, mais je pense qu'on est tous concernés par le réchauffement climatique. Et donc c'est comment, eh bien, vos projets, et comment vous allez pouvoir les analyser par rapport aux indicateurs, à tous ces bioindicateurs que, la nature nous dit. Et pour moi, l'écotourisme, c'est ça, au fait. C'est dans le diagnostic, on doit d'abord faire cette analyse des bioindicateurs. Hem, voilà pourquoi, au fait, je vais vous partager la semaine prochaine, du 4 au 7 juillet, donc ça se passe le 4, le 5, le 6 et le 7, de 13h à 14h, des workshops, les workshops éco-entrepreneurs 5.0, où là, vraiment, je vais vous montrer à partir des expériences justement que je 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 vis là actuellement, donc sur le terrain, donc à partir de choses extrêmement plus concrètes, hein. C'est pour ça que je le fais par petits bouts, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Comment en effet aujourd'hui on peut agir en faveur de la résilience en travaillant avec l'écosystème? Comment on peut créer justement des projets en utilisant, ben, les super pouvoirs, j'ai envie de dire, l'intelligence des écosystèmes, l'intelligence du vivant? C'est quoi les bootcamps Éco-entrepreneurs 5.0? Et enfin, le 7, je vais vous partager 3 clés vraiment aujourd'hui pour avoir un projet éco-responsable, quel que soit le domaine d'activité, y inclut les aspects bien sûr de l'écotourisme ou de l'agroécotourisme ou de l'agritourisme ou du tourisme durable. Mais globalement aujourd'hui, moi ce qui m'intéresse, c'est voilà, c'est comment, on va rendre beaucoup plus digeste tout le processus de l'éco-responsabilité et le rendre beaucoup plus concret pour, eh bien, toutes ces personnes qui se posent des questions sur concrètement comment je fais. J'ai envie, mais concrètement comment je fais sur le terrain. Voilà, donc ça se passe la semaine prochaine. Comment vous connecter? Eh bien, il suffit de vous inscrire. Comment s'inscrire? Eh bien, si vous êtes inscrit à ma newsletter, donc vous recevrez les liens à partir de dimanche. Dimanche et lundi, nous vous enverrons les liens pour vous connecter. Ça se passe en tout cas sur les réseaux sociaux, mais il faut être inscrit et vous pourrez participer. Et l'idée là, c'est vraiment du live, c'est-à-dire d'avoir un échange, de mieux vous connaître et de mieux vous inspirer à partir d'expériences concrètes et de ce qui est en train, de se, mettre en place actuellement et qui va être déterminant pour les entreprises, et pour nos territoires dans les 5 prochaines années. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui autour de cette entreprise régénérative et autour du processus de régénération. Alors, je reviens maintenant, le terme OK, alors, qui est chef d'orchestre de ces processus? Alors ça, c'est une bonne question. Donc, hem, sur les projets pilotes, d'accord, eh bien, pour l'instant, le chef d'orchestre, c'est souvent soit l'institution, d'accord? Avec tout un groupe de travail qui est vraiment sur les différents, niveaux. Donc on a des groupes de travail et l'animation, donc c'est
moi, en tant que chef de projet sur l'ensemble de ces programmes, qui fait l'animation parce que, bah, je suis celle qui les fait travailler à la fois sur le terrain, à la fois donc on fait des expertises, d'accord? On sort sur le terrain, on fait les analyses et je leur apprends vraiment à voir déjà ces dérèglements, d'une part, parce qu'on ne les voit pas tout de suite, à les analyser et à comprendre comment on va travailler avec le vivant vraiment dans quelque chose de microscopique et ensuite, on part de, cette information-là et on construit l'ensemble du projet et c'est ça que je trouve intéressant et c'est pour ça que je me suis remise à faire du terrain parce que, on a peu d'approches comme ceci. Souvent, moi, je le vois dans les accompagnements, dans les formations, voilà, on est dans une salle, on fait juste des balades, on présente beaucoup de PowerPoint, on réfléchit beaucoup. Oui, tout ça, c'est très bien, mais la nature, elle ne réfléchit pas, elle est et tous les jours, elle met en place des nouvelles stratégies, soit régénératives, soit de désertification. Voilà, aujourd'hui, j'ai vu beaucoup d'écosystèmes qui rentrent dans leur coque, en fait, d'accord? Donc ça veut dire que, OK, je me prépare à une longue période de disette, donc je me retire et ça veut dire beaucoup de choses pour nous aussi. Voilà, je vous en parlerai la semaine prochaine. Donc voilà, donc je vous rapporte aussi, ben et ben, des éléments du terrain, de qu'est-ce que le terrain dit? Qu'est-ce que la nature, elle dit finalement? Elle aussi, elle a des choses à nous dire. Donc et moi, c'est ça aussi qui m'intéresse. Voilà donc, et bien, si vous voulez revoir cette masterclass, eh bien, vous la retrouverez, comme je l'ai dit, sur la chaîne YouTube et si vous voulez aller plus loin dans cette démarche, eh bien, je vous invite à me rejoindre la semaine prochaine pour les workshops Éco-entrepreneur 5.0. D'ici là, je vous souhaite un très beau week-end, portez-vous bien et je vous souhaite tout le meilleur pour vos projets. Si vous voulez aussi échanger avec moi, vous pouvez, eh bien, m'écrire, hein, allez sur mon profil LinkedIn, on vous a mis le lien sur mon profil LinkedIn, donc vous pouvez vraiment me joindre depuis mon profil LinkedIn. Voilà, je ne peux plus donner de rendez-vous d'échange, parce que, bah, mon agenda est juste, complet. Mais voilà, je prends le temps de répondre à vos questions. Enfin voilà, il y a plein de personnes qui me partagent leurs idées de projet et quand je peux apporter ma contribution, eh bien sachez que c'est avec grand plaisir que je le fais parce que moi, c'est pas un métier que je fais, c'est une passion que je partage et c'est une vraie vocation et qu'aujourd'hui, l'enjeu est juste énorme et que, le travail, que nous avons tous à faire est important et qu'il faut vraiment accélérer. C'est les 5 ans qui viennent qui feront la différence. Et ça, aujourd'hui, je vous le confirme, les amis. Hem, OK, je vais tenter de participer au workshop, partenaire d'une agence de voyage écologique, je pense que c'est absolument. Très bien, OK, merci à vous. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.